l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Double attentat meurtrier ce jeudi au Niger, faisant 15 blessés, une vingtaine de morts à Arlit et Agadez. Des attaques revendiquées par les Moujao. La France s'engage à aider le gouvernement nigérien pour lutter contre le terrorisme, a déclaré François Hollande, que vous entendrez dès le début de ce journal. L'économie gabonaise est sur la bonne voie, déclaration du ministre gabonais de l'économie qui répondait ainsi aux nombreuses critiques des institutions financières internationales qui estiment que le pays ne fait pas assez pour améliorer les conditions de vie des populations. Célébration de la journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale au Sénégal, même si la prise en charge est effective dans le pays, les spécialistes interpellent sur la question. Voilà pour le sommaire, c'est sur le Niger que nous ouvrons ce journal avec ces doubles attentats meurtriers ce matin qui a fait plus de 15 morts et une vingtaine de blessés à Arlit et à Agadez dans le nord du pays, des attaques revendiquées par le Moujao qui parle de représailles après l'intervention de la France au Mali et la France justement par la voix de son président François Hollande qui s'est dit prêt à appuyer le gouvernement nigérien dans sa lutte contre le terrorisme et à défendre les intérêts français à l'étranger. Je vous propose d'écouter le chef de l'État français François Hollande. Tout doit être fait pour lutter contre le terrorisme. Nous l'avons fait au Mali, nous savons que il y a des groupes qui se sont mis maintenant hors du Mali pour atteindre ou nos intérêts ou ceux de pays qui nous sont proches, je pense au Niger. Eh bien, je veux ici dire que, sans que nous utilisions les mêmes méthodes, il ne s'agit pas d'intervenir comme nous l'avons fait au Mali, au Niger, mais nous aurons la même volonté de coopérer pour lutter contre le terrorisme. Et nous protégerons aussi nos intérêts, car à Arlit, c'est l'intérêt d'une grande entreprise française qui est Areva. Donc que chacun comprenne bien que nous ne laisserons rien passer et que nous appuierons tous les efforts des Nigériens pour faire cesser cette prise d'otage et pour anéantir le groupe qui a porté ces attaques. C'est un acte qui s'assimile peut-être au terrorisme. La Grande-Bretagne est toujours sous le choc après le meurtre en pleine rue de Londres d'un soldat britannique. Les deux suspects d'origine nigériane ont été arrêtés et le Premier ministre britannique David Cameron a condamné ce que Washington qualifie de violence insensée. Au sol, au milieu de la rue, le corps du soldat britannique que nous avons choisi de flouter. Traversant la rue nonchalamment, l'homme qui vient de l'égorger et de le poignarder. Sur le trottoir, son complice en veste beige, il a encore un couteau à la main. On voit aussi le véhicule bleu avec lequel ils ont percuté leur victime. La scène s'est déroulée sous le regard de passants horrifiés. Ils étaient là autour de la victime avec leurs armes, disant des choses comme « les hommes ne doivent pas aller près du corps, seulement les femmes ». Ils disaient aussi « c'est Dieu qui a voulu ça ». Et ils demandaient aux gens de les filmer. C'est d'ailleurs devant la caméra d'un passant que l'un des hommes revendique son geste. Nous avons choisi de ne pas diffuser ses propos et de cacher ses mains ensanglantées ainsi que ses armes. Il affirme avoir agi pour venger la mort de musulmans chaque jour dans le monde. La mort de ce soldat, dit-il, c'est œil pour œil, dent pour dent. Aucun des deux tireurs n'a cherché à fuir. La police arrivée sur place les a rapidement neutralisés. Les deux meurtriers sont grièvement blessés, mais toujours vivants. Des scènes de cauchemar en plein Londres qui suscitent une vive émotion. La victime est un soldat d'une caserne du quartier. Impossible de savoir pour le moment s'il a été choisi au hasard ou si le meurtre était prémédité. Les enquêteurs fouillent actuellement la scène de crime à la recherche du moindre indice. La question est de savoir si les deux hommes, deux Nigérians, selon les premiers éléments de l'enquête, font partie d'une cellule terroriste ou pas. Le Premier ministre David Cameron parle d'une attaque contre la Grande-Bretagne. Les gens qui ont fait ça essaient de nous diviser. Mais ils devraient savoir qu'une chose pareille nous rapprochera et nous rendra plus forts. Nous n'abandonnerons jamais devant la terreur ou toute forme de terrorisme.
Et cette pensée est partagée par toutes les communautés de notre pays. Il s'agit du premier meurtre à mobile apparemment islamiste sur le sol britannique depuis les attentats de Londres en juillet 2005. Et selon Amnesty International, le monde est plus dangereux aujourd'hui, plus dangereux pour les migrants et les réfugiés. Dans son dernier rapport rendu public ce jeudi, l'ONG estime que les migrants et les réfugiés sont victimes de maltraitances de tout genre, comme c'est le cas dans un camp de réfugiés en Syrie. En Syrie, rien n'est épargné aux populations civiles depuis le début de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad. Résignés, des millions de familles sont contraintes de fuir les combats. Depuis mars 2011, on compte 4,5 millions de déplacés et parmi eux, 1,5 million de réfugiés. Près de 450 000 en Jordanie comme au Liban, 135 000 en Irak et plus de 300 000 en Turquie, comme ici, au camp de Nizip. Avant la guerre, j'avais une bonne vie, j'étais barbier et nous étions heureux. Bien que mon fils soit malade, j'avais du travail, je pouvais subvenir à ses besoins. Nous étions heureux à la maison. Mais la situation a trop dégénéré, donc nous sommes venus ici contre notre volonté. Mais face à cet afflux constant, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se dit incapable de répondre à leurs besoins, notamment médicaux. Certains camps sont surpeuplés. Tous ces gens, ils manquent de tout. Ils ont besoin d'hébergement, de nourriture, d'eau. En fait, il s'agit vraiment de subvenir aux besoins de base de toute une population. Dans son rapport annuel, Amnesty International dénonce la réticence de certains pays à accueillir les réfugiés. La Jordanie, par exemple, pour la première fois, les autorités ont refusé l'accès à des milliers de réfugiés syriens au cours de la semaine écoulée. Et le pays demande de l'aide au Conseil de sécurité de l'ONU, parlant de graves crises humanitaires. Les droits humains ne s'arrêtent pas aux frontières, donc les dirigeants politiques et la communauté internationale doivent prendre leurs responsabilités pour les droits de millions de personnes qui sont déplacées et poussées hors de chez eux. Des réfugiés qui subissent la colère des populations. Après les attentats du 11 mai à Reyhanli, les Turcs reprochent à leur gouvernement qui soutient les rebelles de les avoir entraînés dans ce conflit. Ce mercredi, la police turque dit avoir déjoué un projet d'attentat contre les réfugiés dans le sud de la Turquie. Je vous l'annonçais en titre, c'est en quelque sorte une réponse du gouvernement gabonais aux nombreuses critiques des institutions financières internationales. Le ministre de l'économie qui recevait la presse à Libreville dresse plutôt un tableau positif de l'économie du pays, marqué par un environnement propice aux investissements. Ismaël Obianzé, Thierry Menza avec notre bureau à Libreville. Au pays de tout va bien, l'économie nationale se porte naturellement aussi comme un charme. Les autorités gabonaises le martèlent, le gouvernement n'a pas à rougir des observations alarmistes de quelques agences internationales sans doute de mauvaise foi. Pourtant, le pays, à titre d'exemple, vient de procéder à l'émission des bons de trésor pour s'endetter. Ceci laisse prospérer l'idée d'un État en faillite. Non, rétorque Luc Oyoubi. Non, l'État n'est pas en faillite. Et d'abord, celui qui est en faillite ne peut pas s'endetter. L'endettement ne peut se faire que lorsqu'on est crédible. Et il s'agit simplement d'une gestion de trésorerie. Et c'est un mécanisme qui est nouveau. Par le passé, c'était un autre mécanisme qui consistait en des avances par la BEAC aux trésors nationaux. Mais depuis 1999, il y a une réforme qui a été initiée pour mettre un terme aux avances de la Banque centrale aux trésors nationaux et les remplacer par des émissions de titres du Trésor. Pour le ministre de l'économie, l'environnement des affaires au Gabon est bien plus propice à l'investissement que ne tentent de le faire croire ses détracteurs. À propos de la lutte contre la vie chère engagée par le gouvernement depuis un an, Luc Oyoubi dit que son pays est sur la bonne voie. Nous avons réussi notre lutte contre la vie chère et le fait qu'on ait un taux d'inflation de 2,6% nous met en tête des performances en matière d'inflation au niveau de la CEMAC, parce que au niveau de la CEMAC, tous les autres pays sont au-dessus de 3%. Au niveau de l'Afrique, le taux d'inflation est de 8%, je dis bien 8%, pendant que nous, au Gabon, on a 2,6%. Donc pour nous, et pour tous les observateurs objectifs, nous avons réussi en 2012 notre lutte contre la vie chère. Selon encore le ministre gabonais de l'économie, il y a donc un effort dans la lutte contre la vie chère. Mais un effort qui ne satisfait pas encore les populations puisque la baisse des prix reste encore une simple vue de l'esprit dans plusieurs surfaces commerciales de Libreville et de l'intérieur du pays.
Restons au Gabon, mais pour parler de cette crise dans le secteur de l'éducation, des lycéens rétrogradés en première pour inscription frauduleuse en terminale ont entamé une grève de la faim pour se faire entendre, mais le ministère de l'Éducation nationale n'entend pas céder à la pression des parents d'élèves. Retrouvons notre bureau permanent à Libreville. Cela fait plus d'une semaine aujourd'hui que ces élèves observent la grève de la faim devant la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Plus d'une semaine qu'ils cherchent une oreille attentive auprès des autorités du ministère de l'Éducation nationale devant une décision jugée à leurs yeux injuste, celle de leur faire reprendre la classe de première à quelques semaines de l'organisation officielle de l'examen du baccalauréat. Pour la tutelle, il ferait partie de la bande des élèves qui s'étaient inscrits illicitement en terminale. Nous ne sommes que les victimes d'un système. En réalité, ce n'est pas nous qui avons instauré le conseil de classe qui est une instance souveraine qui donne la proportion à un élève de pouvoir faire ses preuves en classe supérieure s'il a obtenu une moyenne supérieure à 10. Et nous continuons toujours à le dire que s'il y a eu des cas de fraude, de reprise de bulletins, les torts sont partagés. Et les élèves, on a sensibilisé nos condisciples ici. Et je crois aussi qu'on devrait aussi un peu regarder du côté de la tutelle, qui a manqué de faire souvent une inspection pour voir, et les responsables d'établissement, là encore, ils peuvent être pointés du doigt. Ces lycéens sont empêchés de passer l'examen du baccalauréat pour avoir, dit-on, falsifié leurs bulletins et actes de naissance. Une mesure trop sévère pour plusieurs acteurs du système éducatif national, acteurs de la société civile ou personnalités politiques viennent régulièrement dans ce camp de fortune soutenir les élèves rétrogradés en classe de première. Pas facile lorsqu'on n'a jamais engagé un tel mouvement, qu'on se retrouve avec des personnes autour de nous qui viennent nous soutenir tous les matins. Pour la plupart, c'est des parents d'élèves. Il y a des mamans qui viennent même dormir ici avec nous. Et c'est ce qui fait notre force et ce qui fait en sorte qu'on a envie de continuer pour les 2000 personnes qui attendent que notre mouvement porte du fruit. En attendant un règlement en amiable dans ce conflit, sachez que le mécanisme mis en place par le ministère de l'Éducation nationale aurait pour but de lutter contre la fraude endémique qui sévit dans le système éducatif gabonais. Celui-ci a permis aux autorités de tutelle de déceler plus de 2000 inscriptions irrégulières lors de l'examen de dossier de 20 771 candidats au baccalauréat de cette année. Dans l'actualité encore, les enseignants nigériens bénéficient enfin de logements sociaux. On va y revenir, mais avant, je vous propose un tour d'actualité en bref et en image. Kadit Diakiti. L'institution panafricaine fête le 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, scellé le 25 mai 1963 à Addis Abeba. Plusieurs personnalités sont attendues à cette cérémonie, placée sous le thème Panafricanisme et Renaissance africaine. Hier, mercredi, ce sont les ministres africains des Affaires étrangères qui ont donné le coup d'envoi de ce jubilé. Le président Robert Mugabe a promulgué ce mercredi la constitution qui avait reçu le feu vert des Zimbabwéens lors d'un référendum il y a 2 mois. Si elle autorise le président au pouvoir depuis 1980 à se présenter, elle amoindrit ses pouvoirs, supprime le poste de Premier ministre et renforce le rôle du Parlement. Sa promulgation constitue un pas important vers la tenue d'élections législatives et présidentielles censées se dérouler avant le 31 octobre prochain. À Madagascar, les discussions sur les prochaines élections se poursuivent. Convoqués par les militaires, un seul des 3 candidats dont la communauté internationale conteste la légitimité s'est présenté. Andry Rajoelina, le président de la transition, semble croire comme beaucoup que le scrutin ne pourra avoir lieu dans les temps. Il envisage d'organiser les élections sans aide internationale. En Côte d'Ivoire, des corps exhumés ont été restitués ce mercredi aux familles des victimes de la crise post-électorale de 2011. Cette restitution est la suite des opérations d'exhumation qui ont débuté le 4 avril dernier dans le district d'Abidjan. Le gouvernement a prévu 500 exhumations d'ici la fin de l'année. D'après l'ONU, 3000 personnes sont mortes pendant la crise post-électorale.
On en vient maintenant à cette visite qu'a effectuée le président du groupe Ecobank à la nouvelle cité des enseignants du Niger, une cité de 152 logements sociaux, une première dans ce pays. Et pour les enseignants, c'est un début de soulagement. Sarki Aboubakar Azagabacha avec notre bureau à Niamey. Il faut y être pour y croire. Le syndicat des enseignants du Niger dispose désormais d'une cité pour ses militants et enseignants. C'est donc 152 logements sociaux qui sont d'ores et déjà achevés. Une prouesse à mettre à l'actif de la société immobilière DB Immo. Son savoir-faire inégalé et le respect des délais viennent d'être fortement illustrés. Et sincèrement, je l'ai fait pour les enseignants parce que c'était juste pour montrer qu'on peut partir avec une corporation aussi déterminée et organisée comme le SNEN, on peut arriver à faire des projets de cette nature-là. Et inviter les autorités aussi à s'inspirer de ce projet et à accompagner les autres travailleurs dans cette dynamique. Parce que travailler jusqu'à la retraite sans logement, je pense que c'est une catastrophe même. Un projet rendu possible grâce à l'accompagnement financier d'Ecobank au Niger et dont le président du groupe Ecobank a spécialement effectué le déplacement sur le Niger pour constater l'envergure des réalisations. Et je suis très fier que nous ayons participé à un programme de ce type. Ecobank, la banque panafricaine, comme vous l'avez dit, a un rôle dans le développement économique de notre sous-région, a un rôle également au niveau du développement de tout le secteur immobilier. Je pense qu'une cité telle que celle-là, avec la maison que je viens de visiter ici, qui est de 3 chambres et un salon, avec un jardin de 400 mètres carrés, pour des enseignants et pour des gens à revenus modérés, c'est quelque chose de très bien que le groupe soutient. Et donc je suis très fier que mes collègues aient pu travailler avec le gouvernement pour financer, aider au financement de ce type de projet. Et j'espère qu'on en financera encore bien d'autres. Un exemple unique au Niger, du concret pour une catégorie de salariés à faible revenu qui doit son salut à son sens de l'organisation et de l'engagement. Notre département Affaires coopératives et mutualistes, nous avons réfléchi pour voir qu'est-ce qui est profitable pour les enseignants. Et on a imaginé donc ce projet-là, les logements sociaux. Donc c'est pour dire que vraiment au SNEN, en tout cas, au-delà des revendications que nous faisons tous les jours, nous regardons aussi du côté social concernant nos militants. La société immobilière DB Immo a également eu l'aval de l'hôpital national de Niamey pour la réalisation de plusieurs logements sociaux destinés à ses agents et dont 33 habitations qu'on peut apercevoir sur ces images sont d'ores et déjà achevées. Journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale au Sénégal. Même si la politique de prise en charge est effective, les spécialistes jugent nécessaire de se pencher régulièrement sur cette question de santé publique qui interpelle tout le monde. Myriam Benguembaye, Pendambay Antoumar avec notre bureau à Dakar. Confrontées toujours à des pertes d'urine ou d'excréments, les femmes atteintes de fistule obstétricale vivent un véritable calvaire. Souvent marginalisées, elles rencontrent plusieurs problèmes qui découlent de leur accouchement. C'est d'abord d'une grossesse mal surveillée qui n'a pas permis d'identifier les femmes qui ne peuvent pas accoucher par les voies naturelles, mais aussi d'une femme qui n'a pas été assistée pendant l'accouchement et qui est restée longtemps en travail, et c'est le fœtus qui vient comprimer ses organes et ça va créer une perforation après. Et malheureusement, souvent ces femmes, l'enfant qu'ils attendaient est mort. Pour certains spécialistes, la fistule peut se guérir sans l'intervention de la chirurgie si elle est fraîche. Juste après l'accouchement, on pense qu'il y a un risque de fistule. On peut mettre ce qu'on appelle une sonde qui permet de mettre au repos la vessie et ça peut spontanément guérir, c'est rare. Mais si la fistule est constituée, il n'y a pas d'autre alternative que la chirurgie. Il ne faut absolument pas donner d'espoir aux femmes en parlant de talisman, de gris-gris ou d'emplâtre ou de médicaments. C'est la chirurgie et la chirurgie permet dans 80 à 90% de guérir les femmes. En cette première journée internationale de la fistule, le gouvernement du Sénégal compte réorganiser le domaine de la santé pour prendre en charge cette question qui a été toujours la préoccupation des experts africains. Entre le prestige d'une personnalité et l'aisance matérielle, il va falloir choisir au Cameroun depuis l'entrée des sénateurs sur la scène politique. Les appellations et les titres se confondent souvent au point d'horrifier les puristes de la langue française qui estiment par exemple qu'il n'y a de vénérable que le défunt en fait
qui peut être appelée excellence honorable ou vénérable. Tentative d'explication dans ce reportage de nos confrères de la télévision camerounaise. Assez du ridicule. L'âge de certains, pas même les plus nombreux, et certainement aussi le fait que sur les travées de l'hémicycle, on compte désormais des faunes, sultans, autres lamibés, peuvent autoriser quelques égarements, notamment de la part de journalistes cherchant le bon mot, la phrase qui plaît. Mais arrêtons les mauvaises blagues. Vénérable vient du mot vénérer. On ne vénère pas des êtres humains. L'usage a fleuri rapidement, peut-être un peu trop vite. Ils sont vénérables parce que nos députés étaient déjà passés avant, raflant le titre aux sénateurs. C'est le Sénat qui est le correspondant de la Chambre des Lords britanniques. Alors nous on a appelé donc par anticipation nos députés honorables. Le titre, une manie de francophone, diraient certains anglos, pas si sûrs. Dans la Chambre des Lords britanniques, donc les Lords, on les appelle honorables. Parce que ce sont en fait des nobles. Chief Doctor, Excellence, Majesté, Honorable ou désormais Vénérable, la pratique s'étend même aux cartes de visite. Or, les livres sur les usages ne nous en désignent pas tant que ça. Certains vont en manger leur chapeau, de ne pas entendre leur nom. L'appel Excellence est réservé aux plénipotentiaires. Dans la panoplie, le ministre des Relations extérieures, vous avez les ambassadeurs, qui sont des plénipotentiaires, et les ministres plénipotentiaires. Et vous avez par extension, je dis bien par extension, le chef de l'État, parce que c'est le premier des plénipotentiaires. Disons qu'il y a simplement deux camps, celui de ceux qui ont un peu ou beaucoup pour parler en camerounais, mais à qui il manque simplement le titre, et les autres qui ont tout simplement faim, les plus nombreux, prêts à vous servir le titre de votre choix, si après, ça se paye comptant. Mais pour être vénérable, convenons-en, c'est comme pour être saint. Il faut d'abord mourir. Un candidat. Voilà qui met fin à ce journal, mais avant de nous quitter, votre programme de la soirée, tout à l'heure à 20h30, Comprendre l'islam. À 21h, votre série El Capo et à 21h30, Afrique Info, première partie. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africa Télévision et à demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.